La constitution de la République démocratique du Congo, notre constitution n'est pas bonne. Elle a été écrite par les étrangers et aussi elle a été écrite à l'étranger. Il faut la revoir ou la changer, dixit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant une foule acquise à sa cause à Kisangani. Que pense la conférence épiscopale du Congo? Nous recevons pour vous Monseigneur Donatien Cholet. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, les débats sur la révision constitutionnelle refait surface. Dans un premier temps, c'était un peu hésitant, mais on a vu les chefs d'État Félix Tshisekedi confirmer à Kisangani. Alors, la CENCO est pour les changements ou la révision constitutionnelle? Avant de vous répondre, je tiens à préciser que la position de la CENCO que je vais donner n'est pas conçue après les discours du chef de l'État. Donc, je ne viens pas parce que le chef de l'État a parlé hier, je viens lui répondre. C'est une position consignée dans le mémorandum que les évêques ont donné au chef de l'État parce que le débat n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, je crois que c'était le 26 juin, si j'ai bonne mémoire. Et la position de la CENCO, qui est consignée dans le mémorandum dont je vais vous donner le contenu par rapport à la Constitution, a été adoptée par tous les évêques de la RDC qui étaient présents à l'Assemblée plénière, donc du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de la République. Et cette position est à comprendre dans le contexte de la mission prophétique de l'Église, qui n'est pas de faire l'opposition, mais plutôt d'accompagner le peuple et les gouvernants en les exhortant quand c'est nécessaire et en les encourageant quand c'est nécessaire. Ceci dit, dans le mémorandum adopté par tous les évêques, sur cette question, les évêques ont dit ceci. Ils ont exhorté le chef de l'État à bien réfléchir sur cette question, qui est une question très délicate. Si ce n'est pas bien traité, c'est une question qui peut déstabiliser le pays. Ce sont les hommes de terrain qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et le chef de l'État avait bien réagi, à mon avis. Il a dit que c'est vrai, il y a des questions qui méritent d'être soumises à une réflexion par rapport à la Constitution, mais pour lui, ce n'était pas quelque chose de pressant. Et puis, il n'avait pas l'intention de le faire pour s'éterniser au pouvoir. Lui, c'était un démocrate. Quand son mandat finit, et par une très bonne réaction. Et il a ajouté que dans les conditions sociales actuelles, ce serait pas normal qu'on puisse aller à un référendum, parce que la Constitution, si on doit refuser le changer, il faut un référendum, au moment où le pays a besoin de l'argent pour le social. Là, je commente les propos du chef de l'État. Donc, qui dit référendum, dit pratiquement élection et dit beaucoup d'argent. Une réponse, je crois, assez responsable. Et il vous souviendra que il y a quelques années passées, on était dans le même débat sur la Constitution. Le chef de l'État, alors opposant, avait bien dit que le problème du Congo n'est pas la Constitution, mais c'est le social. Je crois que sa réaction à ce moment-là et sa réaction au mémorandum de l'évêque, ça tient. Et quand j'ai entendu le ministre de Communication dire que ce n'est pas à l'ordre du jour, je n'ai trouvé ça que normal. Mais il y a une évolution depuis un certain temps qui est un peu préoccupante. Les ténors de la majorité, pratiquement de l'UDP, sont en train de développer des réflexions qui risquent d'influencer négativement le chef de l'État. Il y en a, je ne vais pas citer les noms par élégance, qui, en justifiant la nécessité de réviser, de changer la Constitution, ils donnent comme exemple
Le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Déjà, il perd quelques mois, si pas une année, après son élection, avant qu'il ait un gouvernement. La dernière année, c'est l'année électorale, donc il ne sait pas travailler pour le peuple. Il n'a plus que 3 ans. Vous comprenez? Là, c'est déjà quelque chose qui révèle l'intention cachée derrière cette volonté de vouloir aller réviser. Et les évêques disent attention, c'est une question, si elle n'est pas bien traitée, peut déstabiliser le pays. Et moi, en analyste, je comprends la préoccupation des évêques, comme vous dites, parce que du point de vue social, dans le même mémorandum, les évêques ont relevé au chef de l'État, qui a reconnu d'ailleurs, malgré les efforts louables des gouvernants pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais, ils ont cité dans ce mémorandum le projet de 145 territoires, ils ont cité la gratuité de l'enseignement, ils ont cité le projet à impact visible en partenariat, en collaboration avec l'Église, et ils ont félicité le chef de l'État pour ça, mais malgré cela, la situation sociale du peuple congolais, ont relevé les évêques, est très préoccupante. Je crois que ça, ce n'est pas quelque chose à démontrer, vous et moi, et tous les spectateurs sont d'accord avec moi. C'est vraiment une situation, et d'ailleurs dans le mémorandum, ils ont parlé d'une situation honteuse au regard des richesses dont regorgeait ce pays. Donc, aller perdre les énergies en dehors de cela, c'est très dangereux. Ça, c'est un. Deux, parce que dans le mémorandum, ils ont demandé au chef de l'État d'examiner tous les aspects. Donc là, il y a l'aspect social. Mais il y a aussi l'aspect sécuritaire. Le pays est dans une situation sécuritaire où nous devons vraiment mettre toutes nos énergies ensemble pour défendre le pays. Donc nous avons des ennemis en face de nous contre lesquels le pays doit se défendre. Est-ce que ce serait normal d'ouvrir un autre front social? Parce que c'est une question qui va diviser la population, vouloir ou pas, parce que on connaît, le débat n'est pas d'aujourd'hui, c'est un débat qu'on a eu il y a plus ou moins 10 ans. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont morts, comme Thérèse Kapangala et Rossi Mukendi. Donc le peuple congolais n'a pas oublié ça. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Et un autre aspect, c'est l'aspect politique. Donc, quelles que soient les raisons qu'on peut avoir, est-ce que c'est opportun dans le contexte actuel, dans la situation sociale actuelle, où on a des priorités vitales pour la survie du peuple congolais? Les parlementaires qui vont être disons, la plaque tournante de cette révision éventuelle au changement que la CENCO déconseille en réalité. Comment ils sont arrivés là? Je crois que le chef de l'État lui-même a reconnu que les élections à ce niveau-là ne se sont pas bien. Donc il y a quand même un problème de légitimité là. Donc ceux qui ont corrompu pour être là, est-ce que la tendance c'est quoi? C'est récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. Hein? Donc nous risquons de traiter des choses très sérieuses à coup d'argent et l'environnement sociopolitique même, je crois que ça... alors donc moi je pense que les bonnes dispositions du chef de l'État par rapport à cette question, exprimées de plusieurs façons, dernièrement en réagissant au mémorandum des évêques, risquent d'être étouffées par la pression ou les influences négatives de ces collaborateurs qui ne voient que leur ventre, qui ne voient que le pouvoir pour le pouvoir. Donc je crois que c'est vraiment la responsabilité prophétique des pasteurs, la responsabilité de la société civile qui tient à la paix, qui tient à la stabilité du pays, de faire entendre au chef de l'État aussi un autre son de cloche pour attirer son attention
dans un esprit constructif comme le font les évêques. Voilà, mais non, vous n'avez pas tenu compte aussi de cet aspect des belligérances. Parce que certains disent que cette constitution, c'est une constitution de la belligérance, c'est qu'il faut certainement la réviser et que seul le peuple congolais puisse se choisir selon les réalités du terrain. Bon, j'ai entendu ce discours-là, constitution de la belligérance, constitution faite à l'étranger, par les étrangers. Bon, je crois que vous feriez mieux de poser cette question au professeur Mbata, qui est un grand constitutionnaliste au service du pouvoir aujourd'hui. Il s'était déjà prononcé en son temps pour donner un avis contraire, pour dire que c'est une constitution... c'est la meilleure constitution. Non seulement ça, mais écrite par les Congolais, et même si c'était à l'étranger, et pour les Congolais, et surtout, ça a été sanctionné par un référendum, non des étrangers, mais des Congolais. Ça, c'est quand même... C'est très risquant de voir les choses dans ce sens-là. Pourquoi? Maintenant, il y a des pourparlers à Luanda. Alors demain, quelqu'un dira que ça ne nous engage pas parce que c'était fait à l'étranger par les étrangers. Non, je crois que là, on veut distraire le chef de l'État. Nous devons vraiment l'aider plutôt à bien prendre la mesure des conséquences de ces dossiers dans le contexte sociopolitique et sécuritaire aujourd'hui. Parce que parmi les raisons, il y a des blocages. Pour les chefs de l'État, vous n'avez qu'à voir lors de la formation du gouvernement. Ça a pris beaucoup de temps. D'où c'est les textes qui bloquent. Pour la gestion des provinces, il y a encore de quoi. Il faut certainement revoir certaines dispositions pour que ça soit beaucoup plus adapté à nos réalités. C'est vrai, il n'y a pas de constitution parfaite, il n'y a pas d'œuvre parfaite. C'est question d'opportunité de peser le pour et le contre. Pour revenir à ces questions soulevées par les chefs d'État qui ont du sens, sont des problèmes qui méritent effectivement qu'on s'y penche. Mais la solution, dans le contexte actuel, n'est pas seulement la révision et le changement de la Constitution. Il y a des cours et tribunaux qui, s'ils étaient efficaces, allaient régler les petits conflits qui naissent à gauche, à droite, entre les députés provinciaux et le gouverneur. Et puis, cette Constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la Constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie les peuples d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Et c'est une majorité aujourd'hui du point de vue, disons, légal, je ne parle pas de la légitimité, légale, majoritairement forte. Donc, avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que de conseiller les évêques. Alors, les évêques tels qu'ils sont là, parce que tantôt là, vous aviez dit la position que le chef d'État a prise, c'est une position qui serait dangereuse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous entendez par position dangereuse? Écoutez, précisons les choses. À ce que je sache, le chef de l'État n'a pas décidé de changer la Constitution, de réviser, mais il a promis de lancer une réflexion en mettant en exergue les questions qui méritent d'être, disons, réfléchies. Donc, à ce stade, nous avons intérêt à nous exprimer. À nous exprimer pour lui donner aussi un autre son de cloche. Et là, je dis, c'est tous les évêques qui parlent. Je ne crois pas qu'il y a une institution des hommes désintéressés dont l'intérêt n'est que le bien-être et la paix du peuple congolais que les évêques réunis ensemble. Alors, pour vous, vous êtes contre changement ou révision? En tout cas, nous trouvons que c'est une question, pour reprendre le mot des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Et dans le contexte actuel où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Alors, vous ne pouvez pas conseiller. Le chef de l'État a dit, une fois vous êtes allé, les évêques sont allés le voir. Ouais.
Et quand ils sont allés les voir, ils ont évoqué cette histoire des dialogues. Dialogue, et lui, le chef de l'État, a parlé de Fayoulou jusque-là qui était un peu réfractaire, qui n'acceptait pas même la légitimité du président en place, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce schéma-là des dialogues aujourd'hui? Écoutez, avant même que revisiter tous les textes de la SENCO, avant même que Martin Fayoulou n'en parle, ça a toujours été, dès le lendemain des élections d'ailleurs, la préoccupation des évêques, qui parlaient en termes de concertation nationale au-delà des affinités politiques pour affronter ensemble les défis communs sur le terrain du pays. Donc, il ne serait pas question d'un dialogue pour partager le pouvoir. Évidemment, j'ai entendu le chef de l'État donner un avis par rapport à cela quand il était en Hongrie, en disant qu'il ne voit pas une crise qui justifierait ça. Mais j'étais content, il a, dans le même propos, il a dit qu'il était ouvert, il était prêt à accepter la main tendue même de ses opposants. Donc c'était dans un esprit constructif. Mais nous disons que, comme pasteur, il ne faut pas attendre une crise qui aurait déjà quelques conséquences sociales ou politiques pour se mettre autour d'une table pour réfléchir. Je crois qu'il y a quand même lieu, il y a des défis qu'on peut affronter ensemble pour l'intérêt de la population. Je donne un exemple. Il y a par exemple la question électorale. Telles que les élections se sont passées, Dieu merci, même le chef de l'État lui-même en est conscient. Il serait responsable qu'on trouve des mécanismes pour qu'ensemble on retrouve un pacte citoyen pour l'organisation des prochaines élections. Qu'on n'attende pas après. C'est le moment de réfléchir froidement. Il y a la question sécuritaire à l'Est. Il y a même la question sociale. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre une crise qui Alors, serait... ça sera avec qui dans ces dialogues? Les forces vives, voilà. Pour nous, ça n'aura du sens que pour la SENCO, si c'est un dialogue inclusif. Inclusif, les forces vives. Forces vives, là, vous voyez aussi les forces armées, et les groupes armés aussi, qui peuvent aussi participer? En tout cas, tous les Congolais. Vous savez, bon, je vois où vous voulez aller par rapport, par exemple, à M23. Vous savez qu'en 2012, la SENCO est allée à Rutshuru rencontrer, c'était Makenga, qui était le chef de rebelles, pour parler avec, donner un message fort. La SENCO ne soutient pas la rébellion. La SENCO ne soutient pas la rébellion. Mais ce sont nos patriotes. Donc pour nous comme Église, les approcher pour réfléchir avec eux et pour trouver une solution que le pays aille de l'avant, ça, ce n'est pas un problème. Donc, pour vous, vous pouvez négocier aussi avec les groupes armés? Bon, je ne parle pas en termes de négociation. Je parle en termes de réfléchir ensemble. Plus on est ensemble, plus on est fort pour affronter les défis communs. Donc, alors, il ne s'agit pas de mettre ensemble toutes les autres forces de vivre et puis mettre de l'autre côté les groupes armés. Les groupes armés, non. Il s'agit d'être autour d'une table et ensemble. Voilà. Et comment vous comptez vous y prendre? Parce qu'on sait que déjà, pour le pouvoir en place, le président Tshisekedi, pour lui, il n'y aura pas de négociations avec les groupes armés. Et vous voulez qu'il y ait ces concertations. Non, vous voulez que... Nous parlons de deux choses différentes. Vous parlez des négociations, c'est son point de vue. Nous parlons de la nécessité de renforcer la cohésion nationale autour des valeurs et aussi un cadre où on se regarderait en face. On a intérêt à décourager justement tous ceux qui prennent les armes. Une des meilleures façons de le faire, c'est justement cela. Alors, justement quoi?
c'est justement de les impliquer pour une solution qui puisse servir le pays plutôt que de servir le pays. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, si vous lancez ces concertations, que vous faites appel à ces groupes armés, vous faites appel aux politiques, ils vont toujours se retrouver autour d'une table. En se retrouvant autour d'une table, à la fin, ça sera le partage des postes. Non, pas nécessairement ça. Ça dépend de ce que l'on veut. On ne va pas... Vous savez, avant d'aller au dialogue, pour la petite histoire, le dialogue de la Saint-Sylvestre était précédé par le dialogue de la Cité Loïa, où j'ai représenté la SENCO. Et c'est par manque le fait que l'UDPS, le rassemblement, le RASOP n'était pas là, le fait que ce dialogue-là avait exclu certaines personnes, ça ne nous a pas arrangé. Donc c'est vraiment la constance dans l'Église. Alors, et l'UDPS avait des positions extrémistes. Vous vous souviendrez. Alors, comme la responsabilité a été donnée à la SENCO a travaillé pendant, je crois, 2 semaines avec le rassemblement, avec l'UDPS, pour les ramener, disons, à mettre de l'eau dans leur vin, afin que le dialogue soit possible. Et nous avons eu les résultats aujourd'hui. Alors, la République démocratique du Congo, le dialogue, révision constitutionnelle, l'Église catholique, elle compte aller jusqu'où pour mettre tous les Congolais ensemble, afin qu'il y ait une passation civilisée du pouvoir en 2028. L'Église catholique ne réussira pas ça sans la volonté des parties prenantes, sans la volonté du chef de l'État. Il faut que lui le veuille d'abord, pour qu'on ait, disons, la bénédiction, si vous voulez. Si c'est la SENCO, ça peut être une structure. L'essentiel est que ce soit fait, hein, quelle que soit la personne qui peut manager ça. Non, pas, mais si c'est la SENCO, les évêques donneront leurs conditions, notamment l'inclusivité ne manquerait pas. Je le dis parce que je sais que l'Église est cohérente. J'ai accompagné, je suis avec les évêques il y a déjà quelques années, je sais qu'en telles circonstances, ils ont réagi comme ça. Sont des gens qui ne se contredisent pas. Donc, c'est comme ça que je dis, je parie que l'inclusivité sera une des exigences. Alors, donc, il faut que les acteurs le veulent et surtout que le chef de l'État le veuille. Et si on obtient déjà ça, le reste, je crois que le pari pourra être gagné. On dit de l'Église catholique, surtout la SENCO, est pro-opposition. Pardon? On dit de l'Église catholique, surtout la SENCO, qu'elle serait pro-opposition, qu'elle soutiendrait beaucoup plus les revendications de l'opposition. Non, je crois que là, franchement, on se trompe. On se trompe. Les évêques, dans leur message après les élections, après avoir critiqué ce qui était pouvait être critiqué, ils avaient dit quelque chose qui n'a pas arrangé beaucoup de Congolais, notamment de l'opposition. Qu'ils accompagneraient le chef de l'État durant son 2e et dernier mandat. Mais malheureusement, ceux qui ont réagi, on croit que l'accompagnement, c'est applaudir tout ce que fait le pouvoir. Non, les évêques sont des pasteurs. Les conseillers qui rendent aux chefs leurs idées, ce sont de mauvais conseillers. Et malheureusement, dans beaucoup de politiques africaines, on trouve beaucoup de ces conseillers qui n'osent pas dire la vérité aux chefs, qui sont là pour flatter le chef. Tandis que les évêques sont des pasteurs. Ils n'ont aucun intérêt. Aucun évêque ne sera candidat. Je vous dis, ce mémorandum a été signé par tous les évêques de toutes les provinces du Congo. Donc, vous n'allez pas dire que tous les évêques sont dans le... Non, c'est sûr que l'un ou l'autre évêque peut avoir un avis sur un penchant par rapport à son jugement sur tel ou tel
politiciens candidats, mais pas la SENCO comme corps. Et le mémorandum dont je viens de vous donner le contenu, c'est le mémorandum de la SENCO comme corps, approuvé par tous. Et je crois que négliger le conseil de cette catégorie de Congolais qui ont fait preuve de l'amour de ce pays, c'est vraiment se tromper. Voilà, vous avez parlé, vous avez dit que l'Église ou les évêques peuvent avoir des penchants. Mais le nouveau président... Les penchants dans ce sens que chaque évêque a voté, non? Oui, tous les évêques n'ont pas voté un candidat. Oui, oui. Voilà. Alors, le nouveau président de la SENCO, Fulgence Moutéba, il aurait des penchants envers Katumbi? Bon. Vous me posez la question s'il aurait les penchants. Mais vous pouvez quand même... Moi, de ce que j'observe dans les réflexions qu'il fait, c'est un homme qui est libre d'esprit, qui a le courage d'assumer ses positions. Je crois que si c'était ça, il n'allait pas être massivement voté. Il a été voté à plus de 2/3 de voix au premier tour. Fulgence? Ah oui, au premier tour, à plus de 2/3 de voix. Donc ça signifie que en lui, plus de 2/3 des évêques se retrouvent. Et je ne vois pas les évêques, avec cette grande majorité, aller prendre quelqu'un qui a des penchants. Non, je crois que c'est vrai qu'il y a une proximité géographique entre lui et Moïse Katumbi, mais cela n'empêche pas qu'il soit libre. Et la position de l'Église par rapport à ce qui se passe au niveau du Katanga, dans le dossier Moulondé, on attendait que l'Église aussi prenne une position, ou que l'Église donne aussi son avis par rapport à la piste de Moulondé. Bon, je crois que la SENCO comme institution ne peut pas se prononcer sur un débat de la rue. C'est un débat de la rue? Ah oui, parce que là, jusque-là, il n'y a pas un acte officiel ce sont des actifs. Bon, si vous voulez mon avis personnel, oui. En tant qu'individu, je vous dis d'abord, je ne maîtrise pas la loi du pays par rapport à cela. Je dois être humble. Mais je constate qu'il y a une pratique courante où les individus, les particuliers, pour suppléer à certaines défaillances de l'État, s'engagent à faire ce que l'État devrait faire et souvent sans autorisation. Par exemple, puisque nous sommes dans ce domaine-là, je ne suis pas venu ici pour ça, je ne savais même pas que vous alliez me poser cette question-là. Je connais des pistes dans le diocèse de Bokungwe qui est là, à Inongo chez moi à Bokoro, des pistes qui ont été initiées même. Là, il ne s'agit même pas de construire mais de réhabiliter. Mais il y a des pistes qui ont été même construites par des privés et finalement pour l'exploitation, ils se sont référés à l'autorité. Combien de ponts que les gens... Alors, légal, pas légal, je dis je ne maîtrise pas la loi, mais je dis simplement, il y a cette pratique-là, alors il ne faudra pas que ce soit un acharnement. Mais si c'est question de rappeler la loi, et ça doit être fait de façon à ce que ce soit vraiment ça, que c'est pour la loi et non une chasse à l'homme. Voilà, et non une chasse à l'homme. Merci beaucoup, Monseigneur Donatien Chiolet, surtout de votre passage à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous aviez suivi la position de l'Église, une position qui a été prise bien avant même la sortie médiatique du chef de l'État devant le Tchopolé. Donc l'Église catholique reste tout droit dans ses bottes. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.